Donc bonjour à tous. Alors je vous remercie de m'avoir sollicité pour cette présentation. Et donc effectivement, il y a plusieurs... Je vais essayer de ne pas déflorer le topo de Judith. Donc je vous propose un plan en 3 parties. D'abord une introduction sur les indications, l'épidémiologie chirurgicale, les techniques actuelles et puis les techniques d'évaluation qui sont synonymes de recherche et donc d'un cadre réglementaire bien précis. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, l'obésité c'est facteur de risque de nombreuses pathologies, mais surtout c'est quelque chose qui est de plus en plus prévalent avec une prévalence qui a été multipliée par 2 en l'espace de 30 ans. Aujourd'hui c'est 18% de la population française avec des projections dans les pays de la zone OMS qui sont guère encourageante, c'est donc 40% d'ici 2050. Et surtout, c'est les formes les plus sévères d'obésité qui ont progressé. Comme vous pouvez le voir, c'est toutes les catégories entre 40 et 50, entre 50 et 60 et au-delà de 60 qui ont le plus progressé au cours de ces dernières années, ce qui est très inquiétant. C'est aussi facteur de risque de nombreuses pathologies. Anne-Sophie Joly l'a dit tout à l'heure, une vingtaine de pathologies directement associées à l'IMC. Et toutes ces pathologies, elles ont 2 impacts principaux. Tout d'abord, l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, et ça va entraîner de façon significative une augmentation de la mortalité. Et c'est l'information qu'on donne en consultation à nos patients. Quand on a plus de 40 d'IMC, pour un homme, c'est en moyenne 9 ans d'espérance de vie en moins, et pour une femme, 7 ans. Donc il y a une urgence à avoir une perte de poids. Et donc cette prise en charge, comme vous le savez et comme vous l'avez vu, l'obésité c'est une maladie globale et multifactorielle ce qui veut dire une prise en charge globale et multidisciplinaire où la chirurgie va être uniquement une étape dans leur parcours, intégrer tout ça à une prise en charge globale et multidisciplinaire et qui va s'adresser à certains types de patients. Judith vous le rappellera tout à l'heure, mais les indications de la chirurgie bariatrique, la chirurgie s'adresse pour les patients qui ont une obésité morbide, donc un IMC au-delà de 40 ou au-delà de 35, avec une comorbidité susceptible de s'améliorer avec l'amaigrissement, avec une petite particularité pour les patients diabétiques qui ne sont pas dans les objectifs glycémiques, où on peut recourir à une chirurgie bariatrique dès 30 d'indice de masse corporelle. Et vous avez un ensemble de comorbidités qu'on va considérer pour la chirurgie, qui sont listées en dessous. Celles qui sont en vert, c'est celles qui ont été ajoutées par les nouvelles recommandations de 2024. Donc vous voyez, on a élargi le champ de l'impact de l'obésité, des comorbidités qu'on considère pour envisager une chirurgie. Quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir donner à nos patients en consultation? La chirurgie, ça permet de perdre beaucoup de poids en très peu de temps. Les patients stabilisent le poids, mais ça expose à un risque de reprise pondérale qui varie en fonction des interventions, mais aussi en fonction des profils de trajectoire pondérale des patients qui sont sous la dépendance de plein de paramètres qu'on va identifier au cours de leur préparation. Ça permet d'améliorer les comorbidités indépendamment de l'IMC et surtout, in fine, ça permet de corriger ce défaut d'espérance de vie qu'on avait vu lié à l'obésité en restaurant à très long terme une espérance de vie chez les patients qu'on opère. Et donc pour cela, en fait, la chirurgie s'est développée considérablement en France au cours de ces dernières années. On a opéré plus de 500 000 personnes, c'est environ 1% de la population française. Et vous avez représenté sur le diagramme de droite l'évolution en fonction des différentes opérations qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, c'est 2 tiers de sleeve, 1 tiers de bypass. On fait quasiment plus d'anneaux, il n'y a plus de dérivation biliopancréatique. Même si ce sont des interventions qui sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, plus de 90% des opérations qui sont réalisées en France, c'est la sleeve et le bypass. Donc je ne vous parlerai pas aujourd'hui de l'anneau et de la dérivation biliopancréatique parce que ça concerne très peu de patients et ce n'est pas le quotidien. On le verra pourquoi en termes de résultats pondérales notamment. Donc ces 2 interventions, ces 4 opérations, elles sont basées sur des principes qui tendent à être dépassés, qui sont la restriction et la malabsorption. La restriction en diminuant le volume gastrique à des degrés divers en fonction des opérations et en y associant de la malabsorption à des degrés divers pour le bypass et pour la dérivation biliopancréatique. Et quand on regarde en pratique comment se passe une opération de chirurgie bariatrique, pour la sleeve gastrectomie, on va libérer toutes les attaches de l'estomac par rapport à la graisse viscérale pour pouvoir le mobiliser complètement. Et ensuite, tout en faisant bien attention à la rate que vous voyez tout au fond en haut à gauche, dans l'hypochondre gauche, et par rapport au pancréas que vous voyez juste en dessous. Vous voyez... Pardon? Mais si vous voulez, je peux passer les vidéos si vous voulez. Donc pour savoir exactement la quantité d'estomac qu'on va laisser, on va mettre en place un tube de calibration qui va nous permettre de savoir exactement la quantité d'estomac qu'on va laisser. Où c'était, c'est-à-dire? Alors, ça c'est l'estomac, ça c'est le foie, excusez-moi.
Et ça, c'est l'estomac qu'on va enlever, c'est les 80% d'estomac qu'on va réséquer à l'aide d'une pince qui agrafe et qui coupe, qui permet en fait de ne jamais contaminer la cavité abdominale. Et là, vous avez le pancréas qui est juste en dessous, la rate qui est tout au fond également. Et on fait toujours un petit test au bleu de méthylène pour vérifier qu'il n'y a pas de sténose ou de fuite. Le bypass, c'est une intervention un petit peu plus compliquée techniquement. On va délimiter un petit compartiment gastrique. Là, on passe en arrière de l'estomac, vous voyez ici. Un premier agrafage horizontal et ensuite 1 à 2 agrafages verticaux pour délimiter le petit compartiment gastrique. Contrairement à la sleeve, on n'enlève rien. Et ensuite va commencer le temps du court-circuit où on va identifier la première anse intestinale. On vérifie que ça monte bien. C'est pour ça que dans certains cas de figure, on ne peut pas réaliser de bypass parce qu'il faut que l'intestin puisse monter jusqu'à la petite poche gastrique. Et on va réaliser une couture à l'aide de la même pince entre l'estomac et l'intestin. Donc là, on a fait la couture entre la petite poche et l'estomac, mais il faut ensuite réaliser la deuxième partie du court-circuit. Donc on va dérouler l'anse alimentaire sur 1,50 m et faire ensuite l'anastomose entre l'anse biliaire et l'anse commune que vous voyez à ce niveau-là, à l'aide de la même pince qui agrafe et qui coupe. Il faudra bien évidemment séparer les deux anastomoses qu'on vient de faire, les deux coutures, à l'aide d'un agrafage. C'est ce qu'on fait justement à ce niveau-là. Anastomose gastro-jéjunale, anastomose du pied de l'anse, et on coupe entre les deux. Et on fait toujours un petit test au bleu pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Donc ça, c'est les deux interventions qui sont majoritaires en France, 2 tiers de sleeve, 1 tiers de bypass. Pour vous faire la balance avantage-inconvénient de chacune de ces interventions, la sleeve, vous avez vu, on travaille que dans un seul endroit. Donc c'est une intervention qui est techniquement plus facile, qu'on réalise principalement chez les patients qui ont des abdomens multi-opérés. À 5 ans, par rapport au bypass, c'est exactement la même chose. On va le voir ensuite dans les études randomisées contrôlées. Ça permet d'améliorer les comorbidités. Et on a une morbidité majeure qui va nécessiter une réintervention qui est 2 fois moins importante que pour le bypass. Donc c'est une intervention qui donne moins de complications précoces que le bypass gastrique. L'inconvénient, son talon d'Achille, c'est le reflux gastro-œsophagien. C'est une intervention qui va favoriser le pyrosis, les remontées acides, ou exacerber un reflux qui est préexistant. Ça favorise aussi les hernies hiatales, le fait que l'estomac remonte au niveau du thorax, et ça va nécessiter une surveillance endoscopique tous les 5 ans. Et on sait que les patients reprennent plus fréquemment du poids, et ça peut nécessiter donc une chirurgie de révision pour transformer en bypass et induire une perte pondérale supplémentaire. Le bypass, c'est une intervention qu'on fait depuis plus de 70 ans, qu'on connaît très très bien, c'est un gold standard historique. À 10 ans, la perte de poids est supérieure à celle de la sleeve et ça permet d'améliorer de façon plus durable l'ensemble des comorbidités. Néanmoins, vous avez vu, on va dans plusieurs zones dans l'abdomen, c'est techniquement plus difficile, il y a 2 coutures et donc ça peut donner plus de complications, 2 fois plus que dans la sleeve gastrectomie. Il y a également des carences parce qu'on fait aussi c'est une intervention mal absorptive. Et le talon d'Achille, tout à l'heure vous l'avez vu pour la sleeve, c'est le reflux. Pour le bypass gastrique, c'est les douleurs abdominales, c'est 50% des patients au-delà de 10 ans de l'intervention. Donc, quelle procédure on va devoir réaliser? Sleeve, bypass, anneau, dérivation. Aujourd'hui, on a un niveau de preuve qui est clairement insuffisant avec très très peu d'études randomisées contrôlées qui comparent 2 études l'une par rapport à l'autre. Il y en a une qui vient de sortir dans le Lancet qui est très intéressante. C'est une étude anglaise, 1300 patients dans des hôpitaux anglais où ils ont randomisé en double aveugle des patients pour sleeve, bypass, anneau. Et ils ont regardé à 3 ans la perte pondérale. Quand on stratifie en fonction de la perte d'excès de poids, même si c'est un marqueur qui est très très mauvais qu'on ne doit plus utiliser, on voit très bien que la sleeve fait moins bien que le bypass. Vous voyez, c'est noté sur ce graphique-là. La proportion de patients est plus importante en cas d'échec pour les patients opérés de sleeve gastrectomie. Et quand on regarde la perte de poids total, qui est le marqueur qu'on doit considérer, vous voyez la perte de poids total après un anneau, après un bypass, elle est de 26%. On perd 26% du poids total après un bypass, 14% après un anneau gastrique et 19% après une sleeve gastrectomie. C'est les chiffres qu'on a dans les études randomisées contrôlées. C'est les données qu'on doit donner à nos patients. Et quand on regarde les études qui comparent sleeve versus bypass 2 à 2, vous avez 2 études randomisées de non-infériorité qui les comparent, qui sont sorties dans le JAMA il y a maintenant 7 ans. À 5 ans, elles montrent exactement la même chose. La sleeve et le bypass font jeu égal sur la perte pondérale et sur les comorbidités. La sleeve, elle aggrave le reflux et il y avait même 19% de conversion de sleeve en bypass, soit pour échec, soit pour reflux. Ça, c'était une donnée en défaveur de la sleeve gastrectomie. L'autre étude montre exactement les mêmes résultats à 5 ans en termes de perte pondérale. Même équilibre des comorbidités. En revanche, on avait ce qu'on savait déjà, une morbidité supérieure au bypass par rapport à la sleeve. Quand on regarde les résultats de ces études à 10 ans maintenant, les courbes s'écartent en termes de perte de poids. Les patients perdent plus de poids avec le bypass qu'avec la sleeve gastrectomie, ce qu'on sentait bien dans les études rétrospectives. Et ça a été même confirmé dans cette autre étude
à 10 ans également. La rémission des comorbidités, elle était également comparable, mais quand vous regardez à 10 ans, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, le bypass, il y a plus de complications précoces que la sleeve. Et bien, avec le temps, tout ça se lisse avec le bypass. C'est-à-dire qu'il y a autant de complications dans le groupe bypass que dans le groupe sleeve gastrectomie parce que les patients opérés de sleeve font plus de complications chroniques qui vont nécessiter des réinterventions. Et ça fait partie de l'info qu'on donne aux patients. À 10 ans, il y en a 60% qui prennent encore des IPP et il y en a 90% qui ont des hernies hiatales. Donc ça, c'est une information qu'il faut donner dans le choix pour peser sur la décision. Ce qui fait qu'in fine, la morbidité, à 10 ans, elle se lisse. La surmorbidité que vous avez dans le bypass, elle s'affine avec moins de réintervention et à l'inverse, plus de réintervention dans la sleeve gastrectomie. Dans le cadre de la chirurgie métabolique, quand on regarde les données spécifiques des patients diabétiques opérés d'intervention de chirurgie bariatrique, clairement le bypass fait mieux, avec une perte pondérale plus importante et une rémission beaucoup plus fréquente, avec plus fréquente cessation des traitements antidiabétiques. À 5 ans, on voyait exactement la même chose dans ce papier publié dans le New England. Vous voyez la proportion de patients qui ne prenaient plus de traitement, elle était nettement plus fréquente dans le groupe bypass par rapport au groupe sleeve gastrectomie. Et quand on regarde les données à 10 ans dans les études randomisées, même si là, c'est bypass versus diversion, on peut voir qu'il y a quand même 25% des patients opérés de bypass qui n'ont plus aucun traitement, ce qui est une donnée importante pour nos patients. Et d'ailleurs, le poids, entre les deux opérations, c'est exactement la même chose. Et en plus, on peut améliorer leur qualité de vie de façon significative. Et en plus de ça, ils ont beaucoup moins de complications micro- ou macrovasculaires liées au diabète. Donc des bénéfices sur le diabète chez ces patients. En recherche, vous avez plusieurs opérations qui sont dans le pipeline, qui sont financées par la Haute Autorité de Santé, qui a défini un cadre réglementaire pour que ce ne soit pas non plus la foire de toutes les opérations qu'on peut réaliser. Vous avez la sleeve gastrectomie avec la transit bipartition qu'on va voir ensuite, le SADI sleeve avec un autre PHRC, le bypass en oméga qui revient avec une longueur d'anse plus courte pour avoir moins de complications nutritionnelles, la sleeve avec une fondoplicature pour ne pas avoir de reflux gastro-œsophagien, et enfin, on va le voir également, l'endoscopie avec l'endosleeve qui est une technique prometteuse pour laquelle vous avez 8 études randomisées contrôlées. Les 2 premières études, les inclusions sont terminées, on attend les résultats des publications, et pour Yoméga 2, les inclusions sont toujours en cours. Pourquoi une nouvelle intervention ? Parce que la sleeve, ça donne du reflux, et le bypass, ça donne de l'exclusion digestive, qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à toute l'anatomie biliaire, et il peut y avoir aussi des problématiques de dénutrition. Et donc la sleeve gastrectomie avec bipartition du transit consiste à faire une sleeve pour réduire la capacité de l'estomac, mais aussi faire un court-circuit gastrique branché en bas de l'antre pour que les aliments puissent passer aussi bien par les voies naturelles que par l'anse en Y pour qu'on puisse avoir toujours un accès par les voies naturelles et aussi induire moins de dénutrition. Quand on regarde les données rétrospectives, parce qu'on n'a pas d'études randomisées contrôlées pour l'instant, il y a l'étude lilloise mais qui est toujours en cours, à 3 ans, vous voyez, c'est la même perte pondérale que le bypass, une rémission des comorbidités qui est comparable à celle du bypass également, avec peu de complications précoces comme pour le bypass et assez peu de dénutrition. Les avantages, c'est ceux que je vous ai cités précédemment. On peut le faire en cas d'échec d'une sleeve, ça c'est des bénéfices théoriques, et on a un accès préservé à toute l'anatomie exclue. L'inconvénient, c'est qu'on a très très peu de données et on a quand même une modification de l'anatomie digestive qui peut donner de l'exclusion et des douleurs abdominales. Pour le SADI, je m'excuse, je n'ai pas de vidéo à vous présenter. C'est une technique qui montre dans la littérature rétrospective plus de complications à type de dénutrition, une perte de poids qui est supérieure à celle du bypass, avec un bénéfice sur les comorbidités qui est comparable, et 2 fois plus quand même de complications majeures qui peuvent nécessiter une réintervention. C'est une intervention qui est très très efficace et notamment qui peut avoir un intérêt en cas d'échec de sleeve. Mais l'inconvénient, c'est que vous voyez, on fait une anastomose, on fait toujours une sleeve et on doit faire une couture au niveau du duodénum, donc à proximité du pancréas. On sait qu'on a plus de risques de fistule et de la gravité de cette fistule. Les données devraient être prochainement publiées et elles sont coordonnées par l'équipe lyonnaise. Un petit mot sur le bypass en oméga. Vous savez, ça a fait beaucoup de bruit parce que c'est une intervention qui a été suspendue par la Haute Autorité de Santé parce qu'on avait les données de cette étude randomisée contrôlée publiée dans le Lancet, coordonnée par Maud Robert, où il y avait quand même 2 fois plus d'événements indésirables chirurgicaux et plus de carences et de dénutrition quand on faisait un bypass en oméga avec une anastomose de 2 mètres, avec 10% des patients qui nécessitaient une chirurgie pour corriger les effets de la chirurgie dans les 2 ans qui suivaient l'opération. À 5 ans, clairement, on voit que les résultats entre ce bypass en oméga et le bypass en Y sont comparables. En revanche, dans le bypass en oméga, il y avait quand même beaucoup plus de reflux dit biliaire, ce qui nécessite une surveillance avec une fibroscopie tous les 5 ans, et c'est une intervention qui n'est plus recommandée.
Tigran Pogosyan a proposé cette étude du oméga 2, elle a été acceptée au PHRC. Le rationnel était de raccourcir la longueur du court-circuit pour avoir moins de complications nutritionnelles. Dans la littérature rétrospective, en termes de poids, c'est un peu moins bien que le bypass avec une anse de 2 mètres. En revanche, en termes de comorbidité, les bénéfices sont exactement les mêmes, avec des données en termes de dénutrition qui sont comparables. Donc on attend avec impatience les résultats de cette étude. La N-sleeve, c'est une modification de la sleeve pour ne pas avoir de reflux. Actuellement, dans la littérature, vous avez 5 études, 250 patients et les résultats d'une étude française qui viennent d'être publiés. Sur le poids, ça marche très très bien. On a les mêmes données que dans la littérature. Ça marche de façon comparable à une sleeve gastrectomie. Ça améliore de façon significative le reflux, avec moins de retentissement quand on regarde à l'endoscopie, avec moins d'œsophagite et moins d'IPP. La seule limite, c'est celle de la sécurité, avec une morbidité qui est quand même un peu supérieure à celle de la sleeve gastrectomie. On est autour de 4%, avec des complications qu'on ne voit pas habituellement, comme la perforation de la valve, et un taux de réintervention de 8% à 5 ans. Donc c'est une intervention qui doit être réalisée dans le cadre d'études randomisées contrôlées, comme le définit la HAS. Enfin, l'endosleeve. L'endosleeve, c'est quand même une des révolutions aussi, c'est la possibilité de pouvoir réaliser une sleeve par voie endoscopique et de pouvoir faire du mini-invasif, intervention qu'on est en train de développer aussi localement à la Pitié-Salpêtrière à l'aide en participant à l'étude Endomina qui compare l'endosleeve à une prise en charge médicale exclusive chez les patients diabétiques. Donc le principe va être de délimiter un petit compartiment gastrique par voie endoscopique en réalisant des plicatures avec des sutures qui sont faites par aspiration muqueuse, comme vous pouvez le voir ici. On rapproche la muqueuse en avant et en arrière pour délimiter ce petit compartiment gastrique. C'est une intervention qui est intéressante parce que à 5 ans, les bénéfices pondéraux se maintiennent. 15% de perte pondérale à 5 ans, c'est un peu comme un anneau, un peu moins qu'une sleeve gastrectomie classique, mais ça permet aussi d'améliorer, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, l'ensemble des comorbidités. C'est une étude randomisée qui avait été publiée dans le Lancet il y a 3 ans maintenant, et surtout il y a très peu de complications. C'est une intervention qui donne 2% de complications majeures, c'est quasiment comparable à ce qu'on voit avec un anneau gastrique ajustable, très peu de réadmission et surtout pas de mortalité. Mais pour aller plus loin et pour avoir une vision plus globale, il faut avoir aussi toutes les données sur l'efficacité des nouveaux traitements pour comparer ce qui est comparable. En termes de perte pondérale à 1 an, là où on a le plus de données dans les études randomisées contrôlées, vous voyez, l'anneau et l'endosleeve, c'est 15% de perte pondérale, la sleeve, c'est 25%. Et toutes ces interventions, c'est une perte pondérale qui est celle qui est comparable à celle des nouveaux traitements que vous avez vus ce matin. Il n'y a que le bypass qui fait un petit peu mieux avec 35% de perte pondérale. Mais tout ça, ça doit être pris en compte, ce qui veut dire qu'il faut qu'on prenne en compte à l'avenir tous ces nouveaux traitements pour avant, après l'opération et en néoadjuvant ou en adjuvant de ce type de chirurgie pour avoir une médecine et une chirurgie plus personnalisée. Donc en 2025, vous voyez, il y a 2 opérations qui tiennent le haut du panier, qui sont celles les plus fréquemment réalisées, et on voit clairement que le bypass, sur le long terme, fait mieux que la sleeve gastrectomie, avec une morbidité qui est globalement comparable sur le long terme entre les 2 profils d'opération. Plus loin, il faudra attendre que la HAS nous dise ce qu'elle souhaite faire, une fois qu'on aura tous les résultats des études randomisées contrôlées, pour voir si on ne peut pas intégrer toutes ces nouvelles chirurgies. Néanmoins, ce qu'on semble voir dans la littérature rétrospective, c'est que clairement, elles s'intercalent parfaitement avec l'anneau gastrique ajustable qui probablement, et d'ailleurs c'est déjà le cas, va disparaître au profit de nouvelles techniques un peu moins invasives, intégrées ou non avec les nouveaux traitements médicamenteux. Je vous remercie.